bonjour à tous pour cette table ronde qui va nous faire parler un peu des circuits courts. Comment en agriculture on peut aussi diversifier son activité, obtenir un complément de revenus et pouvoir diversifier ses activités d'exploitation. Donc on a Jean-Baptiste, Séverine et puis Vincent qui vont nous accompagner pendant cette petite demi-heure. On va commencer par Séverine. Alors je vais te demander de te présenter, on va se tutoyer si ça vous dérange pas, ce sera plus cool. Voilà, donc tu es épouse d'agriculteur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu es aussi responsable ou tout au moins engagée, trésorière, c'est ça ? Je suis très engagée, très engagée dans l'association Terre d'Eure-et-Loire. D'accord, alors mets bien le micro proche parce qu'il faut qu'on puisse nous entendre. Qu'est-ce que c'est que Terre d'Eure-et-Loire ? Donc Terre d'Eure-et-Loire, c'est une association qui a été créée dans les années 2000. Alors la marque a été créée dans début des années 2000 à l'initiative de quelques producteurs et avec le soutien de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire. L'idée, c'était clairement de valoriser le terroir, valoriser les savoir-faire locaux, mettre en avant la qualité de la production locale et dynamiser aussi le cercle de producteurs qui voulaient s'engager sur cultiver local, développer le commerce local et défendre ses productions. Donc on est sur un label qui est départemental. C'est un label départemental, tout à fait. Voilà, donc qui permet, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai été voir sur les réseaux sociaux, voir un petit peu, parce qu'on trouve ce qu'il y a. Si vous voulez aller voir, vous allez pouvoir découvrir exactement ce que c'est. Mais qui associe des producteurs, mais aussi des utilisateurs de produits, que ce soit des restaurateurs, des magasins ou des traiteurs, d'après ce que j'ai vu. Au fil du temps, en fait, il y a une association qui a été créée en 2006. Et l'association a permis en fait d'ouvrir la possibilité d'accéder au label Terre d'Eure-et-Loire, non seulement à des producteurs artisans, mais aussi à des traiteurs qui s'engagent à utiliser en priorité des produits d'Eure-et-Loire, certifiés Terre d'Eure-et-Loire, mais aussi des magasins qui s'engagent dans une forte démarche de priorisation et de mise en avant des produits locaux Terre d'Eure-et-Loire. C'est vrai que la particularité, je trouve, par rapport à d'autres actions, c'est pas uniquement un label qui va promouvoir une qualité ou une région, c'est aussi une charte, qui lie les différents associés, que ce soit les producteurs et les revendeurs ou utilisateurs des produits, de façon vraiment définie. Il faut qu'il y ait 7 agriculteurs et 20 produits différents, c'est ça, oui. pour pouvoir prétendre à être considéré dans le mouvement, quoi. Voilà, la charte par exemple pour les traiteurs et pour les restaurateurs les engage, et pour les magasins distributeurs, les engage effectivement à avoir vraiment une action impactante et une vraie mise en avant des produits locaux pour eux aussi dynamiser leur savoir-faire avec des produits locaux. D'accord, alors on va revenir un petit peu après. Alors je vais interroger Jean-Baptiste qui lui aussi est agriculteur. Vas-y, présente-toi un petit peu. Alors moi je suis agriculteur pas de la région parce que moi je viens de la Marne. Donc moi je suis dans le sud-ouest de la Marne, je suis producteur de céréales et depuis 4 mois on vend des pâtes avec ma compagne, un projet qu'on a mûri depuis 2 ans pour lequel en fait on s'est mis à faire du blé dur, donc culture qui est plutôt par ici. Parce que nous on considérait que pour faire des bonnes pâtes c'était à partir du blé dur. On aurait pu prendre du blé tendre chez nous mais quand même, c'est comme ça pour avoir des bonnes pâtes. Et donc j'ai commencé à en semer il y a 2 ans, 3 ans pour me faire la main. Et du coup, on a validé techniquement qu'on savait en faire, donc on a lancé notre projet. C'est un projet qu'on fait vraiment à 2 et que j'adore parce que en plus on associe les compétences de ma compagne qui bossait dans l'agroalimentaire, qui bossait pour des grandes marques pour créer des produits, qui était dans le marketing de produits. Et en fait, l'idée c'est qu'elle met ses compétences au service d'un projet agricole. Et puis il y a un vrai projet de couple et donc c'est 100% son travail, on va dire, sur la ferme qui a permis, qui notamment dans ce projet-là, ça nous a permis aussi de réemployer les bâtiments historiques de la ferme qui était une vieille ferme court carré, pigeonnier, enfin on savait plus quoi faire avec ça puisque les tracteurs rentraient plus là-dedans. Au début j'avais dit à mon père, moi je veux pas du tas de pierres là, tu le vends parce que les boulets je l'en veux pas. Et puis après, un jour, je suis revenu, je dis si quand même, j'ai une idée. Si on aimerait bien faire des pâtes et puis on cherche un local et puis patati patata. Et du coup, ça permet de revaloriser le patrimoine local. Après, on pourrait y revenir, mais ça nous contraint aussi à faire des tailles de projets pour amortir tous ces investissements. Mais il y a, voilà. Alors, comment, quand on est céréalier, on devient tout à coup producteur en circuit court et
j'allais dire, se mettent à commercialiser un produit, alors qu'en agriculture, on n'est pas forcément des champions du monde de la commercialisation à la base. On a souvent l'habitude de se faire nos factures. C'était pas ton cas ? Si, je suis comme les autres. Hein. Mais non, mais il y a plusieurs réflexions. Alors, il y a vraiment un sujet de couple pour lequel ma compagne se plaisait plus du tout dans son boulot. Et en rentrant de vacances entre Montergis et Sens, on s'est dit on va faire des pâtes. Et ça a démarré comme ça. Voilà. Au début, c'était des glaces, puis on a dit non, on n'a pas de vache, donc on va faire des pâtes. Voilà, c'est plus facile. Et puis on aime bien ça, tout ça. Et non. Vraiment d'aller au bout des choses. Moi, j'avais un peu ça au fond de moi, d'aller au bout du métier et puis de valoriser le produit. Et j'avais une très folle envie d'expliquer mon métier. Et au travers ce projet-là, j'avais envie de ça parce que je fais beaucoup de choses. Et moi, j'en avais marre de me lever le matin à 5h du matin, sacrifier du temps de vie de famille avec des enfants et d'entendre à la radio que j'intoxiquais tout le monde parce que j'avais sorti mon pulvé. Moi personnellement j'ai l'impression de faire bien les choses et du mieux que je pouvais et j'avais envie de l'expliquer, donc ça nourrit aussi ce projet. Nos pâtes s'appellent les papotes, c'est parce que c'est des plats de convivialité, mais c'est aussi parce qu'on a des choses à dire. Après, quand on connaît JB, on sait qu'il arrête pas de papoter. Je vais quand même lui reprendre un petit peu la parole. Alors toi, tu as eu la chance d'avoir un accompagnement. Non, on va pouvoir passer le micro parce que de toute façon, sinon, il va pas arrêter. Toi, tu as la chance d'avoir quelque part une compagne qui était un petit peu dans l'affaire de la commercialisation, dans le marketing. Mais alors, Vincent, tu vas pouvoir nous dire aussi comment on peut se faire accompagner lorsqu'on est cultivateur dans ce secteur-ci, qui est peut-être pas forcément une région où on fait du commerce de détail, de proximité très facilement. Comment on peut évoluer, comment on peut se faire accompagner pour monter un projet d'une façon ou d'une autre de diversification, quel qu'il soit, et puis réussir, j'allais dire, à faire passer le cap de l'essai, du test pour arriver à réellement faire à la fois un revenu complémentaire pour un agriculteur et une activité qui peut aussi mettre en relation, on l'a vu, avec le public, ce qui est important chez nous maintenant. C'est clair qu'il y a plein d'idées dans les têtes des agriculteurs depuis quelques années et les équipes de Serre France Alliance Centre. Alors tu te présentes aussi, Vincent Bouteleux, donc je suis membre de la direction générale de Serre France Alliance Centre. Serre France Alliance Centre, c'est toutes les équipes de comptables, de conseillers, de juristes, de consultants et autres collaborateurs qui vous accompagnent, notamment les exploitants agricoles, dans vos projets, dans le pilotage de vos entreprises. Et pour répondre à ta question, Thierry, clairement, il y a aujourd'hui dans la tête de nos agriculteurs plein d'idées, plein de projets, du bon sens de nos territoires, l'envie de se diversifier, ça on l'entend depuis des années. C'est pas qu'une histoire de revenus complémentaires, c'est aussi une histoire de revenus complémentaires ou en tout cas de récupérer la marge qu'il y a aussi sur la transformation d'un produit, sur la commercialisation d'un produit. Et puis, allez, on va le dire, Séverine, l'Eure-et-Loire, c'est pas un département très connu pour ses produits alimentaires, on va être honnête, bon. Eh bien, même en Eure-et-Loire, on arrive, je crois qu'il y a 120 adhérents, une centaine d'adhérents chez Terre d'Eure-et-Loire, eh bien, on arrive à avoir des produits. Alors, on a aussi des pâtes, mais bon, on va pas le dire trop fort, on va laisser à Jean-Baptiste la primeur des pâtes de la Marne. Oui. Exactement, et puis il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la bière, enfin bref, il y a plein de produits qui ne sont pas automatiquement l'image de l'Eure-et-Loire. Et du coup, nos collaborateurs chez Serre France Alliance Centre, eh bien, de quelle manière on peut, derrière ces projets-là, mettre des chiffres? C'est de l'investissement. N'oublions pas, il y a des subventions aussi sur l'accompagnement au circuit court. Dans un plan de financement d'un développement, ça compte. Et ça, tous les agriculteurs ne connaissent pas ces démarches, ces possibilités, cet accompagnement, que ce soit en financement, éventuellement aussi en aide. Voilà, et donc c'est important de pouvoir être, j'allais dire, accompagné. Alors comment vous procédez quand tout à coup un agriculteur a une idée géniale, vient vous voir et puis dit je voudrais démarrer ça? Vous avez une procédure? Vous avez un... J'allais dire, à qui je vais m'adresser moi en tant qu'agriculteur? On travaille en équipe parce qu'à plusieurs on est plus fort, n'est-ce pas? Et puis nos expertises sont nombreuses, donc on peut pas, aussi intelligent soit-il, avoir toutes les compétences dans un même cerveau. Donc un conseiller ou un comptable va échanger avec un de nos adhérents exploitants agricoles. Et puis après on va mettre une équipe autour de la table parce qu'à un moment donné il faudra peut-être parler juridique, donc créer une société ou pas. Il nous faut un juriste, un projet. Jean-Baptiste l'a dit à juste titre, mais Séverine aussi, c'est un projet de couple, c'est un projet
un peu patrimonial aussi. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un consultant patrimonial. Est-ce que l'épouse ou le conjoint est au capital? Est-ce que les enfants sont intégrés en fonction de la transmission éventuelle des affaires? Donc c'est du juridique, c'est du patrimoine. C'est bien sûr de l'économique et de la gestion, mais ça, bon, faire des prévisionnels, etc., c'est un peu le cœur de nos métiers. Mais c'est vraiment tout ça. Et vraiment, quand on a un projet, moi je vous invite, quand vous avez un projet, ne regardez pas uniquement le projet sur le plan technique ou même sur le plan financier. Il y a de l'impact juridique, de l'impact patrimonial, de l'impact social. On parle aussi beaucoup des retraites, la retraite du conjoint ou de la conjointe. Pendant des années, vous le savez, dans le monde agricole, on n'y a peut-être pas fait attention. Et aujourd'hui, le conjoint collaborateur, eh bien, la retraite est souvent un peu faible. Donc c'est dans ces projets-là aussi qu'il faut oser en parler. C'est ce qui passionne nos équipes. Donc voilà. Un groupe projet, une équipe de plusieurs collaborateurs, de plusieurs expertises qui accompagnent l'exploitant agricole, le chef d'entreprise dans son projet. Bon, alors maintenant que je sais comment je vais pouvoir essayer de monter toute la structuration juridique de mon projet, en quoi, j'allais dire, Séverine, tu vas pouvoir, ta structure va pouvoir nous accompagner et nous proposer, j'allais dire, peut-être des débouchés ou une activité qui va permettre de voir le côté plus peut-être marketing, commerce, qui est pas, comme on le disait tout à l'heure, forcément notre fort en agriculture au départ, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que s'il y a bien un métier où on n'est pas très très fort en communication, c'est bien en agriculture. On a beaucoup de mal à parler de soi et on a beaucoup de mal à partager notre savoir-faire et voilà, on a du mal. Donc clairement, l'association Terre d'Eure-et-Loir, quand elle accueille des nouveaux adhérents, elle met à leur service tout un panel marketing. On développe tous les ans un catalogue qui recense tous les producteurs et tous les produits que chaque producteur a fait certifier par la marque Terre d'Eure-et-Loir. Ce catalogue, il est diffusé sur tout l'Eure-et-Loir et via plein d'organisations à plus de 10 000 exemplaires tous les ans. Donc ça, c'est hyper important. Et pour certains agriculteurs qui restent très confinés dans leur ferme, ça permet tout de suite de diffuser leur savoir-faire. Alors ils n'ont pas forcément, eux, à mettre en place un réseau de communication spécifique, où ils peuvent le faire. Ils peuvent rebondir au moins déjà sur ce catalogue. Aujourd'hui, ce catalogue, en plus, on le retrouve avec les nouvelles technologies sur un site internet qui a été tout rénové cette année en 2021. Et avec le Covid, Dieu seul sait qu'on a eu beaucoup besoin de communiquer différemment parce que tous les ans, normalement, l'association organise plusieurs marchés, les Jeux Croqueurs et Liens, 2 fois par an dans des communes de l'Eure-et-Loire pour mettre en avant nos producteurs et faire des marchés locaux. Bon, en 2020, malheureusement, on n'a pas pu organiser comme on a voulu ces événements. Le site internet lui permet de faire des relais sur Facebook, voilà, de façon à diffuser toujours le savoir-faire de nos producteurs. Alors, si je suis producteur, mais que je veux aussi ouvrir un point de vente, j'allais dire local, est-ce que la structure va me permettre aussi d'étaler ma gamme, d'étoffer ma gamme, pas seulement uniquement mon produit, parce que je pense que vendre des pâtes, par exemple, uniquement, on en parlait avec JB ce matin, mais si on a la bolognaise qui va avec, ça peut peut-être être sympa, et puis voilà. Est-ce que ça va permettre de justement offrir une gamme aussi, et puis de dire, tiens, moi j'ai mon petit commerce dans le coin, je vais l'ouvrir, et hop, je vais tout de suite trouver des interlocuteurs, d'autres agriculteurs, d'autres fournisseurs qui vont me permettre d'avoir une gamme complète et régionale. Alors je vais parler de moi, mais ça va être un exemple concret. Clairement, nous, quand on a lancé la culture de patates douces qui était très originale en 2017. De la patate douce en Eure-et-Loire ? De la patate douce en Eure-et-Loire qui ne traverse pas l'Atlantique. On appelle ça un produit local ? On appelle ça un produit purement local. La patate douce, elle se plaît très bien en Eure-et-Loire et elle est très appréciée depuis 2017. Donc nous, on avait une forte demande à la ferme. Donc ça, c'est super parce que nous, l'idée de la patate douce, c'était de commercialiser 100% en circuit court. Mais on avait tellement de demandes que ça nous prenait beaucoup de temps. Alors on s'est dit, on va trouver un petit système. On a installé un distributeur à casier à la ferme. Donc aujourd'hui, on a un distributeur à casier à la ferme. Au milieu des champs, il n'y a personne à moins de 700 mètres et pour autant, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on propose nos produits de la ferme, mais pas que. Parce qu'après, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été piochée dans le catalogue Terre d'Eure-et-Loire et aujourd'hui, je vends beaucoup de produits de tous mes collègues. Je vends des pâtes, je vends de la farine, je vends des jus de pommes, je vends des chips et tout ça, ça vient d'Eure-et-Loire et sous le label Terre d'Eure-et-Loire. Donc ça veut dire que ça va être aussi un complément de revenu, pas que une activité de diversification, mais aussi une activité commerciale complémentaire qui permet, alors soit on l'a dit,
d'avoir une personne en plus, de rester peut-être en couple sur une activité ou d'avoir une activité familiale ou même d'embaucher, pourquoi pas quoi. Alors nous, depuis le début, en fait, on avait 40 casiers. Aujourd'hui, on a plus de 80 casiers et ils sont occupés à 100%, 80% par nos produits, 20% par nos collègues. Aujourd'hui, ça occupe un temps plein. Moi, je lâche la main. Je vais laisser la main à une nouvelle salariée qui est arrivée sur la ferme. Donc, c'est la deuxième embauche avec les patates douces. Victor, c'était pour les patates douces. Chloé, qui vient d'arriver, elle va prendre l'atelier légumes et chargement du distributeur. Et voilà, et on continue. Et là, on est avec un nouveau projet encore, toujours en circuit court. Alors donc c'est encore pour faire mûrir des projets différents aussi que ça crée des rencontres, j'imagine, avec d'autres producteurs, ça non? crée beaucoup. Alors en fait, l'idée de l'association, c'est ça aussi, c'est de partager notre envie. Nous, on a envie de faire différemment, on a envie de faire des choses que les autres font pas. Et le fait de voir que les autres font des trucs que les autres font pas, eh ben ça donne encore plus envie. C'est hyper vertueux. Le mode associatif comme ça, où on partage des valeurs, les valeurs du local. Nous, on veut pérenniser nos exploitations. On peut pas s'étendre 3 fois l'exploitation, donc il faut qu'on arrive à valoriser nos territoires. Et la diversification, elle est hyper vertueuse. Donc ça crée de l'emploi, ça permet aussi de valoriser l'exploitation et de se dire que même dans les cas de coup dur, on a, une bouée de secours aussi et un complément de revenu qui est pas négligeable, quoi. Le circuit court, c'est clair. Quand on arrive à diversifier sur son exploitation en circuit court, on est moins sensible à l'effet papillon, l'effet mondial, les cours mondiaux du blé. Bah ouais, on les subit aussi, mais on accuse moins le coup. Ok, bah merci. Je vais demander à JB, tiens, en termes d'emploi, toi, tu as pérennisé, j'allais dire, l'activité de ta conjointe qui a quitté son travail, donc elle a trouvé une activité. Est-ce que tu penses que ça va être une embauche par la suite ou un accompagnement avec quelqu'un? Est-ce que ça va être aussi une voie que tu vas emprunter? Ouais, c'est clair. L'idée, en fait, nous, donc voilà, on a déjà le boulot de Caroline. Suivant l'évolution, il y aura certainement une embauche supplémentaire. Parce que ça me permet de repasser des messages. Nous, on en est convaincus et souvent, les agriculteurs, on sait bien produire. Et quand on va en circuit court, on sait bien produire. Or, la clé, c'est quand même de bien vendre, de relancer ses clients, de prospecter ses clients, se dire quelle valeur ajoutée je peux rajouter. Et nous, on s'est interdit de travailler plus de 30% à la production. À partir de ce moment-là, il faut après tout mettre en œuvre pour que ça marche. Donc, clairement, on a intégré le fait qu'il y aura des gens qui viendront bosser avec nous, stagiaires, salariés, pour rester sur le sujet de la vente, trouver des débouchés, communiquer, travailler la notoriété, pour qu'une fois qu'on a vendu une fois, on revienne nous racheter aussi. Parce que, encore que les pâtes, c'est un produit de consommation qui peut être assez régulier. Suivant où on est dans les circuits courts, des fois, on peut être sur des produits un petit peu plus occasionnels. On a fait une foire, super, on a fait un bon commerce, et puis après, on a relancé personne, on n'a pas fait de rappel, on n'a pas. Et c'est pourtant le boulot, nous, on pense qu'il est là. Alors quand je dis ça, c'est par ma propre expérience, et aussi par l'expérience de Caroline, de se dire, voilà, il faut surtout pas nier ce temps-là. Et on n'est pas toujours super au point sur le sujet. Et moi, ce que j'aime bien, et je suis très dans l'idée du collaboratif, c'est de s'associer avec des gens qui sont peut-être plus à l'aise sur cette partie commerce, sur filer des tuyaux, sur filer des... quand on prospecte tous chacun le magasin, peut-être qu'on peut y aller pour 2-3 produits en même temps ou qui sont dans la même gamme. Et puis après, il y a le positionnement de la gamme d'ailleurs. D'ailleurs, on peut pas tous aller au même endroit suivant où on est positionné dans sa gamme. Donc c'est clair qu'on générera des emplois, mais aussi justement pour pas se perdre que dans la production. Et toi, tu as intégré une structure qui t'aide en accompagnement là-dessus, sur la commercialisation, ou tu as trouvé d'autres techniques? Aujourd'hui, on n'a pas intégré de structure. Enfin, on va rentrer dans Bienvenue à la ferme. On est tout jeune, on a commencé il y a 4 mois, nous. Après, on travaille notre réseau. Depuis qu'on commence à vendre, on a un certain nombre de producteurs, ça bouillonne un peu, qui sont sur le même positionnement, qui on s'appelle, on se dit on va faire des trucs. On est beaucoup à travailler les réseaux sociaux. Par exemple, nous, on sait un raisonnement, alors je sais pas s'il est bon ou pas, mais nous, on a un raisonnement de dire on n'a pas envie de faire des marchés tous les week-ends. C'est-à-dire que le marché où on part le week-end, on laisse ses enfants à droite à gauche et on revient, on a dit j'ai passé 2 fois 10 heures par jour, j'ai sorti 150 € de chiffre d'affaires, je me suis acheté 2 kebabs, un coca et j'ai remangé le chiffre d'affaires que j'ai. Enfin, je vous fais la caricature, mais on se dit cet argent pour aller chercher de nouveaux clients, peut-être qu'on peut le mettre différemment sur de l'acquisition, sur du digital, travailler avec des influenceurs, des petits influenceurs Instagram de la food.
Voilà, ça décoiffe ici. Hein. Mettre cet argent et cette énergie pour trouver la notoriété peut-être un peu différemment en se disant le ROI, collecte de fichiers clients, quoi. Voilà. Du coup, ça casse mon truc là. Tout le monde était sur le. Je vais essayer de te soutenir un petit peu ou éviter de t'éborgner. Alors. Je suis devant la caméra, il y en a une deuxième aussi, donc après c'est la technique qui s'organise. Ça va, il y a moins de vent, je vais pouvoir lâcher. On va repasser le micro à Vincent. Moi je voudrais connaître quel est le plus gros souci, la plus grosse question d'un agriculteur justement qui veut démarrer une nouvelle activité. Est-ce qu'il y a vraiment des points sur lesquels vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une problématique Je vois deux sujets. C'est d'abord, selon les projets, il n'y a pas automatiquement de référence. Ouais. Il y a eu beaucoup de nouveaux projets. Enfin, les pâtes, il y a quelques années, aucun agriculteur. Où est-ce qu'on trouve les informations, donc, les données, les producteurs? J'allais dire, voilà, on a peu de références. Ça fait lien avec la table ronde suivante, mais c'est involontaire. Non, c'était volontaire, mais bon. Non, j'y pense maintenant. Mais du coup, on a peu de références sur certaines cultures, sur certaines productions. Donc ça, c'est compliqué parce que le deuxième sujet, c'est la commercialisation. C'est ce que je disais. Pourquoi il y a besoin d'experts quand on a un projet? C'est parce qu'on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas savoir produire, savoir transformer et savoir vendre. Ça nécessite des compétences différentes. Et clairement, je pense au projet de Jean-Baptiste. Quand il faut après aller démarcher la grande distribution, quand on a des produits comme ça, là, ça devient super compliqué. Et il vaut mieux y aller à plusieurs. Ça, c'est une très bonne technique. Et c'est là où quand des associations comme Terre de Réloir, dans certains départements, voient le jour, c'est l'occasion d'arriver en meute auprès des grands distributeurs. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est les deux sujets. Après, oui, il faut que ce soit de l'organisation dans le couple. Là aussi, Jean-Baptiste a eu raison. C'est bien le circuit co, mais si vous avez un magasin à la ferme ou si vous allez sur les marchés, à la fin, c'est du 7 jours sur 7. Et après, il faut calculer le chiffre d'affaires à l'heure ou le taux horaire, parce qu'en effet, c'est beaucoup d'heures pour vendre un paquet de pâtes tous les quarts d'heure. C'est là où il ne faut pas se faire prendre dans, comme disait JB, où on va passer tous ces week-ends, devenir commerçant, puis avoir le temps de produire ou lâcher sa ferme et parfois sa famille et ses gosses, comme certains l'ont fait peut-être à une période. Et ça, c'est une génération qui a plus envie de le subir. Donc c'est retrouver des équilibres aussi, donc trouver des références pour trouver. Donc ça, vous pouvez accompagner vous sur ces thématiques-là, essayer de dire tiens, on sait que là-bas il y a peut-être quelque chose d'un peu similaire. Et puis pour l'accompagnement aussi sur le côté commercialisation où il y a du boulot à faire, quoi. C'est un vrai savoir-faire pour approcher tous les réseaux de vente, quelle que soit la taille. Ok, on arrive nous à la fin de cette. Il y a encore un truc. Je me disais aussi, le nom de sa structure, c'est Papote. Vous avez compris pourquoi. Non, mais après, parce que j'ai une autre casquette qui est le président de l'association Co-Farming. Et dans le co-farming, avec les startups, on aime bien aussi avoir un discours un peu qui décalamine et pour essayer de labourer les cerveaux et bouger les habitudes. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, et c'est des sujets que vous devez connaître et traiter, il y a des choses à faire évoluer dans notre vision de mener ce type de projet. Et par exemple, aujourd'hui, moi, je considère que n'importe quel porteur de projet en circuit court devrait toujours se poser la question du financement participatif. Tout le temps. Ça doit être un réflexe, comme maintenant, on va chercher un matériel. Pourquoi ? Parce que qu'on ait besoin ou pas d'argent, on va se rentrer en connexion avec, en ce moment, il y a des gens qui s'intéressent à l'agriculture et à ce qu'ils mangent. Ils vont vous donner 30 € et ils vont parler de vous. Alors après, ça demande un effort aux producteurs parce qu'il va falloir se rendre sexy. Et moi, je me dis, si ta campagne de financement, t'arrives pas à la faire et t'es pas sexy, ça veut dire que quand tu vas aller démarcher demain, peut-être que t'as pas encore bien travaillé toute ta com pour être sexy. Et donc moi je dis maintenant ça c'est des réflexes et c'est vrai que ces réflexes elles doivent arriver aux yeux des producteurs mais dans les structures, les comptables, les banquiers, ça doit être autant le même réflexe que de passer ici pour regarder quelle taille de ferraille je vais acheter quoi. Maintenant pour moi ça fait partie des habitudes à savoir justement se vendre pour se connecter avec ces consommateurs qui sont en attente quoi. Par contre ça bouge un peu les lignes et moi t'en as déjà entendu là aussi un contexte culturel de se dire ouais mais je vais quand même pas mendier quoi dans les journaux je vais pas mendier
Et ce poids culturel qu'on peut avoir sur le dos, des fois qui freine un peu telle ou telle décision, c'est tout des choses comme ça qu'on doit tous, aussi collectivement, faire évoluer en disant regarde, on peut aussi avancer sur un projet un peu différemment. Tu vois, il y a 2-3 trucs là, c'est pas mal. Voilà. Allez, vas-y Vincent. Surtout le financement participatif, c'est clairement un outil à utiliser. Je sais pas si c'est Mimosa à la plateforme à laquelle tu pensais, mais Florian Breton, moi je l'avais invité, mais il peut pas venir aujourd'hui ou demain. Mais clairement, ceux qui vont contribuer dans le cadre d'un financement participatif vont être les clients qui viendront acheter des pâtes, parce que pour que leur financement, leur participation au financement soit la participation à une entreprise qui réussit, eh bien, ce sont aussi des consommateurs à venir dans ceux qui vont apporter et contribuer au financement participatif. Ouais, c'est important. Un très bon éclairage. C'est important. Alors on va laisser la parole, le mot de la fin donc à Séverine. Tu peux nous dire un petit peu justement quels sont l'intérêt et j'allais dire le côté hyper positif qu'ont pu retrouver certains adhérents de la structure en disant tiens, on a réussi notre projet parce que justement on a réussi à le faire en commun avec d'autres et on a réussi notre diversification. Ça, c'est des exemples qui existent et qui fonctionnent. Oui, il y a beaucoup d'exemples en Eure-et-Loire où vraiment, clairement, la diversification, elle a sauvé quelques exploitations aussi. Le fait de se faire entourer de l'association, de partager avec les autres, ça donne une certaine énergie et ça permet d'aller de l'avant, ça permet d'oser des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé tout seul. Aller se confronter à de la GMS, on n'aurait peut-être pas osé y aller tout seul. Et le fait d'y aller ensemble, c'est toujours, de toute façon, ensemble, on est toujours plus fort, ça c'est clair. Très bien, et ça sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci à vous trois. Merci. Et on se retrouve dans 3 minutes pour la table ronde suivante dont le thème est, ça y est, j'ai oublié. Le thème est piloter son entreprise avec de bonnes références économiques. Donc dans 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Voilà. 3 intervenants, Anaël Bibard, Sylvain Gessionnès et Gilles Van Campen sur piloter son entreprise avec des références économiques. Donc ça, c'est une conférence une table ronde à 15h. Et à 15h30, on retrouve Jean-Baptiste qui animera une table ronde sur la diversification agricole par le tourisme. Et puis après ces 3 tables rondes, Thierry Baillet, qui vient d'animer la table ronde, que vous connaissez sûrement, dédicacera son livre, donc vers 16h, dédicace du livre de Thierry Baillet, qui vient d'animer la table ronde et que je remercie. Merci, à tout de suite.